pas ces engins. Voilà. Je suis très heureuse de partager avec vous aujourd'hui un petit peu de mes aventures autour du fil. Et je remercie vraiment Romain de m'avoir invitée. Ça fait longtemps que je fais du textile et c'est la première fois que j'ai enfin l'occasion de parler avec des gens qui s'intéressent à art and craft. Le fil, pourquoi? Parce que le fil, c'est la base du textile. Le textile n'a ni fond ni forme. Les choses se créent en même temps. Ce qui change complètement le rapport, ça se crée par l'entrelac. Les seules exceptions où on a un support préétabli, c'est la broderie, il faut un tissu pour broder, et l'impression, de nouveau, il faut un tissu pour imprimer. Alors, ma présentation va se diviser en deux parties. Moi, je suis une praticienne, je ne suis pas du tout une théoricienne, donc je vous parlerai d'abord de quelques étapes de mon parcours qui vont vous montrer comment ces questions autour de art and craft, de l'art, de l'artisanat, l'intelligence de la main, le travail de la main, sont apparues vraiment petit à petit dans mon travail. Et ensuite, je vous parlerai de la manière dont j'essaye de les intégrer dans mon enseignement à l'académie. C'est un peu par hasard si j'ai fait de la tapisserie et si je suis arrivée là aux arts textiles. En 1975, je travaillais et je me suis inscrite dans une école des arts près de chez moi qui était un cours du soir dans un atelier qui s'appelait tapisserie-tissage. Mais je n'ai pas choisi de m'inscrire. J'ai une copine qui m'a entraînée et je l'ai suivie sans savoir très bien où j'allais. Après, elle n'a pas eu beaucoup de difficultés à me persuader parce que depuis que je suis toute petite, j'ai aimé le travail du fil. J'aimais bien repriser les chaussettes, par exemple, ce qui est un premier travail de tissage. J'ai fait du canevas, j'ai appris à coudre, j'ai appris à tricoter, j'ai appris à crocheter, j'ai fait de la vannerie, j'ai appris la dentelle au fuseau. Donc j'étais un peu dans mon élément. Alors je suis arrivée là, dans cette école en 1975. On était peu après mai 68, donc le retour à la terre, le matériau et tout ça. Donc les premières choses que le prof de l'époque m'a appris, c'est j'ai appris à filer la laine et à tisser du tissu. Et sur un métier à tisser, tissu, pas tapisserie. Et je me suis tout de suite, j'ai été tout de suite emballée par cet entrecroisement des fils de chaîne et des fils de trame qui permettent de créer des motifs à l'infini. Et si on a un même motif, d'utiliser des matériaux différents pour créer des textures. Alors ça fonctionnait bien jusqu'au jour où le prof m'a demandé de faire un carton de tapisserie. J'avais un professeur qui avait comme formation un atelier de peinture monumentale et qui faisait du carton de tapisserie et dont le grand modèle était Edmond Dubrunfaut, dont Valérie vous a montré quelques tapisseries avec le groupe Force Musicale. Donc c'est ça que moi j'ai reçu comme exemple quand j'étais à l'école. Alors, moi, j'avais 19 ans, un carton de tapisserie. Le mot tapisserie, pour moi, ça évoquait juste, je mets des grands guillemets, les vieilles tentures pleines de poussière qui traînaient dans les châteaux où les parents nous tiraient pendant les vacances. Voilà, je ne sors pas du tout d'un milieu... dans ma famille, la culture n'avait pas beaucoup de place, donc je ne connaissais pas l'histoire de l'art et tout ça. Et donc, c'était un peu difficile. J'ai fait 2-3 tapisseries comme ça avec des cartons péniblement. Alors, si ces travaux-là ne m'ont pas appris ce que c'est vraiment une tapisserie, à réfléchir sur la tapisserie en tant qu'art mural, en tout cas, elles m'ont fait découvrir le plaisir de tisser. À partir du moment, les premières étaient tout à fait en laine que j'avais filée, que j'avais teinte, avec pas beaucoup d'indications, un peu à la va comme je te pousse. Donc ma première tapisserie, elle a été exposée en 3 semaines d'exposition, elle a perdu toutes ses couleurs. Donc toutes ces choses-là, ça m'a appris que la teinture, c'était pas quelque chose qui se faisait comme ça. J'ai suivi pendant une année un cours de teinture à Tournai. Il y avait encore une école textile qui formait des ingénieurs textiles, et donc pendant une année, tous les samedis, j'étais à apprendre à faire de la teinture solide à la lumière, parce qu'une tapisserie, ça se met au mur, donc il ne faut pas qu'en quelques peu de temps, les couleurs passent, tous mes bleus étaient devenus gris, donc ça change tout. Donc j'ai appris ça avec ces premières tapisseries. Et puis, une visite à Paris a changé complètement mon regard. J'ai découvert à la fois la tapisserie gothique, dont vous avez
Je vais essayer de me servir de ce truc-là. Ici, un exemple, une verdure des Pays-Bas du XVe siècle. Et il y avait des tapisseries gothiques. Il y avait un film sur la célèbre tapisserie Tenture de l'Apocalypse d'Angers, qui est une pièce fantastique. J'ai mis 15 ans après ça pour la voir en vrai. Et des œuvres de la nouvelle tapisserie, dont certaines que Valérie vous a montrées. Et j'ai en mémoire... ça sent encore des tapisseries gothiques. Alors, comme clin d'œil, je vous ai mis quand même l'histoire de Saint-Étienne. Et puis, une pièce de Tournai. Le XVe siècle, c'était la grande époque pour la tapisserie de Tournai. Dans la tapisserie gothique, il y a eu différentes villes où on a travaillé et chaque ville a eu sa période de gloire. Tournai, c'était le 15e, Bruxelles, c'était le 16e, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, sinon on sera encore là demain matin. Et puis cette œuvre-là, de Toshiko Oriaki, qui était gigantesque, dans laquelle on pouvait marcher, on pouvait entrer. Et c'est l'été suivant, je suis allée pour la première fois à la Biennale de Lausanne. Alors ça, c'était fantastique, le voyage à Lausanne. On arrivait dans une ville où il y avait d'abord la Biennale dans le grand musée cantonal, mais il y avait des expositions au musée des arts décoratifs. C'est là que j'ai découvert Elsie Gio, dont Valérie vous a parlé aussi. Il y avait dans le château, à la Sarraz, il y en avait partout. Il y avait des galeries et j'ai ouvert les yeux, moi, parce que tout d'un coup, je me rendais compte que la tapisserie, ça pouvait être autre chose qu'une surface de laine colorée reproduisant à l'identique, ou presque, un carton peint, autre chose qu'une image tissée. Là, elle devenait matière textile, entrelacs, nouage de matériaux souples les plus divers, et elle portait la démarche d'un créateur. Et ça, pour moi, c'était important. Elle pouvait quitter le mur et envahir l'espace. Alors, j'étais la plus jeune de ce groupe dans cette école. Moi, j'avais 19 ans, 20 ans peut-être. Et puis, toutes les autres, c'était des madames de 40 et plus. Et c'est la première fois, quand on a été à cette biennale ensemble, que j'ai entendu ce, pour moi, faux débat qui m'a suivi pendant des années, à savoir si c'était encore de la tapisserie ou si c'était de la sculpture, et en corollaire, si la tapisserie était de l'art ou de l'art décoratif. Et certains disaient d'elle, pour la défendre, qu'elle était un art à part entière, comme si on pouvait faire de l'art à moitié. Les débats étaient très nombreux entre les tenants d'une certaine tradition du carton réalisé par un peintre, un artiste, souvent un peintre, et tissé soit par un lycée indépendant ou par une manufacture, et ceux qui défendaient ces nouvelles visions. À l'époque, à Bruxelles, il y avait 2 revues disponibles en français, 2 revues éditées en France. La première s'appelait La Navette, et il y avait un groupe de tisserands autour de Pierre Rial dans la région de Gordes, et La Navette, c'était plutôt eux. Et puis, il y avait une autre revue qui s'appelait Driadi et qui est devenue après, je ne sais plus si elle s'est d'abord appelée Textile Art ou Art Textile, mais elle a porté les 2 noms, qui avait été lancée par un groupe de créateurs autour de Michel Thomas. Michel Thomas, qui est un des pères fondateurs de l'European Textile Network, qui a commencé quelques années après et qui est toujours très, très actif pour défendre l'art textile aujourd'hui, et notamment auprès de l'Europe. Et je me souviens d'avoir notamment lu une polémique virulente par article interposé entre les 2 revues autour de l'œuvre de Daniel Graffin, qui est là, et qui avait été présentée à la Biennale de Lausanne en 1977. Alors, la photo de gauche, c'est la façon dont on la voyait quand on entrait dans cette salle du musée. Il y avait ces cotons tendus avec dans le bas un bloc de marbre qui accentuait cette tension. Et voilà, je me souviens, avec mon groupe, mais ça, c'est plus de la tapisserie. Voilà. Et on était dans ces débats-là. Alors, peu à peu, les mots ont changé. On a parlé de nouvelles tapisseries. C'est d'ailleurs le titre d'un livre. Si vous vous intéressez à cette époque-là, lisez le livre de Coenzi qui a été édité chez Bonvent à Genève, qui s'appelle La Nouvelle Tapisserie. Puis on a parlé d'art textile, de fiber art, pour tenter de classer ces œuvres comme si on ne voulait pas les placer dans le champ de l'art. Dans son ouvrage « De la tapisserie au fiber art, les biennales de Lausanne 1962-1995 », paru l'année dernière en 2017, Gisèle Eberhard-Coton et Magali Jumet,
qui sont respectivement directrices et conservatrices de la Fondation Pauli à Lausanne, montrent comment ces œuvres présentées lors des biennales ont eu un impact bien au-delà du champ du textile. Je cite, « Le débat est vif en ces riches années, mais son essence est autre. Qu'est-ce que l'art et comment y intégrer l'œuvre d'art textile? Art lié aux matériaux, art immédiat sans intermédiaire cartonnier, art décoratif, art appliqué, art contemporain. » Tout ça avec un point d'interrogation chaque fois. Et lorsque la sculpture s'impose par sa forme, son autoportance, son relief et sa puissance d'évocation, le cisaille doit-il nécessairement s'incliner devant le bronze? Voilà, c'était la Fondation Pauli. La Biennale de Lausanne, c'était les artistes envoyaient des dossiers et ils étaient sélectionnés. Sur dossier, il y avait un comité de pilotage, enfin un comité de sélection, avec évidemment Jean Lursa et Pierre Pauli. Et il y avait un règlement. Là, par exemple, la première Biennale, le règlement prévoyait que c'était des tapisseries de haute et de basse lisse. Je sais pas si, la haute et basse lisse, c'est juste la différence de métier à tisser. La haute lisse, le métier est vertical, et la basse lisse, la chaîne est horizontale sur le métier. Et ils n'acceptaient rien d'autre. Dans le règlement de la deuxième Biennale, on ouvre déjà à d'autres formes d'expression textile. Il parle de la broderie et des choses comme ça. Et je crois que c'est dans le catalogue de la 5e Biennale où on dit des œuvres textiles dans le sens le plus large et disent clairement qu'il y a une section qui sera consacrée aux recherches. C'est intéressant de lire ça. Et je voudrais, pour en revenir à ce débat qui avait lieu, citer William Wilson, qui est un critique d'art américain, qui dans le Los Angeles Times du 21 novembre 1977 écrivait « Tout le boulot de l'art textile consiste à maintenir un équilibre délicat, un pas vers la droite et il retombe dans le lot de l'artisanat traditionnel, un pas vers la gauche et il se noie dans l'esthétique mainstream contemporaine. » Donc, avec tout ça, je pense que le statut de la tapisserie de lisse, ce que j'appelle tapisserie de lisse, c'est la tapisserie qui est tissée sur un métier à tisser, devrait être nuancé. Jusqu'au début du XXe siècle, à l'exception du mouvement Art and Craft, William Morris avait quand même un métier à tisser dans sa chambre à coucher. Il a appris à tisser. Le tandem cartonnier-lissier est une constante. Et puis, les artistes se sont mis à tisser eux-mêmes leurs pièces. On vient de le voir avec Valérie. Alors, on a parlé de tapisserie de traduction ou de tradition et de tapisserie de création, avec un sous-entendu. Les premières ne seraient pas vraiment de l'art, mais plutôt de l'art appliqué, tandis que les secondes seraient des œuvres d'art. Moi, cette classification, elle me semble bien trop binaire pour différentes raisons. D'abord, il y a des œuvres à 4 mains qui sont magistrales. Je pense par exemple aux tapisseries de Tourlière qui ont été tissées par Le Gouet, qui était un des grands lissiers à Aubusson dans ces années-là, ou encore les pièces de Thomas Gleb, dont on voit ici les tables de la loi. Et les pièces de Thomas Gleb, elles ont été tissées par Pierre Daquin. Vous avez vu la pièce de Pierre Daquin que Valérie vous a montrée, et elle vous a dit, Pierre Daquin, il a eu une formation de lissier au Gobelin, donc il possède le métier d'une façon assez extraordinaire. Et si vous voyez ici, ce sont des photos que j'ai faites au musée d'Angers. Au-dessus à gauche, vous avez la maquette. Et en fait, la maquette, c'est une maquette en papier, en gros papier, qui est une matière assez brute, avec des entailles et du noir. Et c'est Daquin qui a tissé. En fait, entre ces deux-là, il y avait une complicité incroyable. J'ai eu la chance, vraiment, c'est une chance, quand j'avais 20 ou 25 ans, je ne sais plus, de rencontrer Thomas Gleb. Et il a expliqué, quand il travaillait avec Pierre Daquin, il ne voulait pas tisser avec quelqu'un d'autre. Si Pierre Daquin n'avait pas de place sur métier, qu'il était occupé de choses, il attendait son tour, parce qu'entre eux, il y avait une complicité, ils se comprenaient, ils parlaient de texture, et l'un faisait confiance à l'autre. Et je vous montre une deuxième pièce qu'ils ont... non, pardon, je me trompe de bouton. Voilà, La Joie, qui se trouve au siège de Pernod à Créteil, qui était une commande. Et Thomas Gleb m'a expliqué, par exemple, qu'en parlant du jaune, il faisait des maquettes dans lesquelles il n'y avait pas beaucoup de couleurs, et pas souvent même de la couleur. Donc c'était plutôt un dessin, des formes. Et il a donné à Pierre Daquin un morceau de bois qu'il avait ramassé en disant, voilà, le jaune, je voudrais qu'il donne cette impression-là. Et ça voulait dire qu'il déléguait complètement
à Pierre Daquin le choix des matières, des teintures, et en fait, il faisait confiance à tout son métier et tout son savoir-faire. C'était un dialogue tout à fait étonnant. Et ces œuvres-là, ce sont des jalons et des repères dans l'histoire de l'art, de l'histoire de la tapisserie et de l'art textile. Donc, c'est une pièce à quatre mains. On ne peut pas dire que c'est de l'art décoratif ou de l'art mineur. Enfin, bon, voilà. Par contre, d'un autre côté, il y a des pièces qui sont tissées par leur auteur et qui sont vraiment des piètres tapisseries, mais je pense que c'est la même chose dans tous les arts. On serait en peinture, on parlerait de croûte, quoi. Il me semble que ce qui importe, c'est la pensée de la chose. Il me semble important que le projet, la maquette, soit pensée en fonction du médium. Moi, je n'emploie plus, et avec mes étudiants, je n'emploie plus du tout le mot carton, parce que pour moi, le carton, il est historiquement daté. C'est cette époque où les peintres faisaient une peinture à grandeur de la tapisserie, en couleur, souvent à la gouache, quelque chose de mat, en aplat, et qui était transposé en tapisserie, avec une très très petite liberté, et même pas du tout de liberté pour le lissier. Autant dans la tapisserie gothique, la verdure que je vous ai montrée tout au début, dans les ateliers, ce qu'on appelait le peintre de modèle, c'était des peintres qui faisaient de temps en temps un dessin de tapisserie. Ils dessinaient les grands personnages, les grands, quand c'était des scènes historiées, je veux dire les grands éléments des scènes historiées, et tout le restant, les petits animaux, les petites fleurs, tous les détails, tout ça, ce sont les lissiers qui inventaient au fur et à mesure du travail. Et dans les drapés des vêtements, etc., c'est pas dessiné. Si vous voyez un carton, on a à Bruxelles, si vous venez à Bruxelles, vous devez aller voir. Au musée de la ville de Bruxelles, il y a un carton du XVIIe siècle. Eh bien, tous ces détails ne sont pas dessinés. Il y a le grand contour du personnage, mais tous les plis des vêtements, c'est les lissiers qui faisaient, et donc ils avaient une énorme liberté qui a été perdue quand la peinture est devenue liée, quand la tapisserie est devenue une copie de peinture. Et je pense que le tournant, c'est 1567, si j'ai bonne mémoire, mais les dates et moi, ça ne fait pas bon ménage. Le pape Léon XI ou XII a commandé à Raphaël des cartons de tapisserie. C'est la série, la tenture qu'on appelle les Actes des Apôtres. Ces cartons, c'était pour le Vatican, pour la chapelle Sixtine. Ces cartons ont été peints, mais vraiment peints, par Raphaël et son école, enfin ses équipes, et ils sont arrivés à Bruxelles. Et d'ailleurs, la directrice du musée de la ville de Bruxelles défend la thèse que la Renaissance italienne est arrivée à Bruxelles par les cartons de tapisserie. Et les ateliers de Bruxelles ont tissé ces cartons, mais ce n'étaient pas des cartons, c'était des peintures grand format, disons. Et les lissiers, qui avaient un métier extraordinaire, sont arrivés à rendre toutes les sfumature de la peinture, mais c'est plus, pour moi, c'est plus de l'écriture tapisserie, c'est là le début de la peinture tissée. Après, je peux parler de ça pendant des heures. Oui. Donc pour moi, ce qui importe, c'est la pensée. Il est important que le projet, la maquette, soit pensée en fonction du médium. C'est le projet qui doit se plier aux contraintes du médium et non l'inverse. Faute de quoi, on retombe dans la copie de peinture qui a été la principale cause de déclin de la tapisserie au XVIIIe et XIXe siècle. Et les vieilles tentures dont je vous parlais au début, qu'on voit dans les châteaux, c'est souvent des tapisseries très déteintes de cette époque-là. Moi, je ne fais pas de différence aujourd'hui entre le tissage d'une toile de Boucher ou Goya, cadre compris, et celui que j'ai vu au Gobelin il n'y a pas très longtemps, des pixels d'une image numérique. Dans la pensée, c'est la même chose. Et il n'y a plus aucune pensée du médium, et il n'y a plus aucune liberté pour le lissier. Alors, à force de concession à ce qui fait la nature même de la tapisserie, un lissier expérimenté réussira ce tour de force. Et moi, je suis assez admirative de ce qu'ils ont fait. Et la solution sera d'augmenter la densité de la chaîne et de réduire l'épaisseur de la trame. Alors, la chaîne, c'est le fil qui est tendu sur le métier, je ne sais pas si vous savez ça, et la trame, c'est celui qui passe dans l'autre sens. Et plus on met des fils de chaîne rapprochés, plus on peut faire des détails. Et à la limite, il faudra s'approcher de la pièce pour voir si elle est tissée. Ce qui, pour moi, ne fait plus aucun sens par rapport à ce médium particulier qu'est la tapisserie.
après cette petite parenthèse, je reprends le cours de mes aventures. Donc, après avoir été à Lausanne, découvert ces choses, je me suis mise au travail autrement. J'ai essayé de faire des projets qui soient plus des maquettes que des cartons. J'ai essayé de travailler la matière pour tenter de la faire chanter. Chaque fil a sa propre nature. Il y a des mats, des brillants, des raides, des souples, des fins, des épais, des bouclés, des lisses. Et il nous offre des textures toutes différentes où la lumière va s'accrocher, va rebondir, et on peut jouer avec ça. Il y a ceux qui se placent facilement, qu'on travaille facilement, il y a ceux qui vous résistent, et vous devez inventer une façon de les travailler pour pouvoir les placer. Et donc j'ai fait, ici sur la photo, vous voyez en bas à droite, c'est le projet en fait. Le projet, c'était des fils attachés ensemble, collés sur un carton qui crée des épaisseurs, et puis je l'ai tissé. À gauche, on a la tapisserie, avec une chaîne, des cordes entourées de fils, etc. Après ça, j'ai fait un détour par le volume. En fait, mon professeur que j'étais toujours au cours du soir, qui avait cette formation, elle nous poussait à faire des recherches. Elle restait très dans son système de carton tissé, etc. Et elle nous poussait à faire des recherches. Et maintenant, avec beaucoup d'années de recul, je me dis qu'elle nous a fait faire les expérimentations pour s'éviter de devoir les faire. Après, j'ai fait un petit détour par le volume avec quelques pièces. Et je n'aimais pas... J'ai aimé travailler cette matière, c'est de l'étoupe de lin. Le lin, une fois qu'il a été rouillé, avant qu'il soit filé. Mais ce que je n'aimais pas dans ces pièces-là, c'est de ne pas maîtriser les aspects techniques. Comme là, en dessous de cette pièce, il y a une structure en métal qui a été recouverte de treillis et de polyester. Donc je ne maîtrisais ni la soudure, ni la coque en polyester. Et j'ai d'ailleurs détruit cette pièce. Alors aujourd'hui, après 40 ans à tourner autour, je trouve que ce travail n'était pas juste. Parce que ce travail fait ce que j'appelle aujourd'hui de l'abat-jour, c'est-à-dire mettre du textile autour d'une texture préexistante. Alors je pense que si on travaille le volume en textile, il faut que le système qui permet que ça tienne, parce qu'évidemment le volume c'est un matériau souple, mais il faut qu'il fasse partie de l'œuvre. Et c'est une chose à laquelle je suis très attentive quand mes étudiants veulent travailler le volume. Et j'ai abandonné ces recherches en volume et je suis revenue vers le mur parce que je pense que moi, je suis quelqu'un plus du mur que du volume. Alors, en 1981-82, j'ai eu l'énorme chance d'obtenir une bourse au centre de recherche de ce qu'on appelait encore à l'époque Fondation de la tapisserie à Tournai, maintenant le TAMAT. J'ai fait partie de la première foulée des boursiers. Et pour moi, ça a été une année fantastique parce que je vous ai dit, avant ça, je travaillais la journée, j'allais au cours le soir. Donc, pour la première fois de ma vie, je pouvais passer mes journées entières à m'occuper de tapisserie, donc de ce qui me passionnait. Et puis, ça a été une année de confrontation avec les autres qui étaient là, dont certains avaient fait une école d'art et moi pas une école supérieure, et puis de rencontres et de travail. Et c'est pendant cette année-là que j'ai eu la chance de rencontrer Thomas Gleb, dont je vous ai parlé là, de Gros Garriga, dont Valérie nous a montré des pièces. Par exemple, Gros Garriga, il travaille sa matière, le sac de patates et toutes ces choses-là. Gros Garriga, il a travaillé à l'époque de l'Espagne franquiste. Et c'était un type qui avait un engagement politique vraiment important. Alors, il nous a raconté que le jour où il mettait dans sa tapisserie un sac de pommes de terre, c'était pour lui une manière détournée de donner une voix, une parole, une existence aux paysans. Il allait tisser parfois un pull dans sa tapisserie qui était le pull de quelqu'un. Enfin, c'est quelque chose. Tout son travail sur la matière, la recherche et tout ça est très très lié à sa position politique. Alors c'était fantastique de rencontrer des gens comme ça qui étaient des grands. À l'époque, il y avait aussi beaucoup d'expositions. Je me souviens à Tournai, il y a eu une exposition justement de la tapisserie espagnole. Et tous ces artistes étaient là, et on a eu 2 jours de présentation, d'échanges. Enfin bon, c'était une période riche. À la Fondation, quand j'étais là, ils ont invité le créateur du premier logiciel Poincaré, le logiciel qui permet de relier un ordinateur à un métier à tisser. À l'époque, c'était même pas un PC, hein, c'était ce qu'on appelait un micro-ordinateur. On était en 1980, il y a quand même pas mal de temps.
Voilà. Alors, moi, je vous montre le travail que j'ai fait à Tournai. À gauche, on a toutes les recherches. Et puis, à droite, la tapisserie que j'avais faite. Mais à la fin de cette année, à Tournai, j'avais le sentiment que mes recherches étaient trop formelles, manquaient de sens et d'âme. Et donc, je me sentais dans une impasse. Et j'avais l'impression que je ne pouvais que répéter le procédé que j'avais mis en place. Donc j'ai voulu revenir à, je ne vais pas dire du dessin ni du carton, parce que justement je ne voulais plus faire des cartons. Alors j'ai fait des dessins noir et blanc, des projets en noir et blanc, souvent fusains, pour avoir des aplats et pas du trait, avec parfois un peu de bleu. Et je tissais des tapisseries presque sans couleur. Donc, le noir de mon fusain, c'était la couleur du lin, le plus foncé. Le blanc de mon dessin, c'était du coton blanc. Et entre les deux, je travaillais tout un tas de matières mélangées ou seules pour essayer d'obtenir des matières différentes, des couleurs différentes, mais en voulant que ce soit créé par la matière et pas par simplement un aplat de couleurs tissé, bien lisse, bien... voilà. Alors après, la couleur est revenue dans mon travail avec cette pièce-là. C'est toute une histoire, mais je n'ai pas envie de vous la raconter. Mais il y a toujours les fils, le blanc, la matière naturelle, et je ne travaille qu'avec des matières naturelles, du lin, du coton, de la laine, de la soie, de la viscose, par choix et parce que c'est une matière que j'aime travailler. Il y a des matières c'est des matières qui sont douces, ou même le lin, ça accroche, mais c'est des matières qui sont agréables à avoir en main. Et pour moi, ce plaisir de tisser, il est vraiment important. Alors, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à faire des miniatures. Je crois que j'ai encore d'autres photos. Oui, c'est des photos de tapisseries un peu plus anciennes. Après, vous voyez, voilà. Lors d'un voyage à Berlin, j'ai découvert les textiles du Bauhaus, avec des matériaux parfois tout à fait étrangers, des compositions étonnantes, et surtout le sens du métier à tisser et du tissage. Alors à cette époque-là, je donnais des cours du soir, enfin des cours dans ce qu'on appelle chez nous un CEC, c'est-à-dire Centre d'expression et créativité, où les gens venaient une fois par semaine faire de la céramique, du tissage, de la photo. Enfin bon. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce travail de transmission et de partage. Alors, à 32 ans, je me suis inscrite à l'académie pour obtenir ce précieux sésame qui me donnerait peut-être un jour accès à l'enseignement et surtout pour acquérir des connaissances théoriques et culturelles qui me manquaient beaucoup. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert, dans un cours qui s'appelait Histoire des arts décoratifs, que j'ai découvert les recherches de William Morris. Je me suis passionnée pour lui, j'ai lu ses conférences et je trouvais que c'était tellement juste ce qu'il disait par rapport au métier, etc. Je vais aller un peu vite là, mais alors, un moment, j'ai travaillé sur la mémoire, le souvenir et la trace. C'est lié, tout mon travail est lié à la vie. Donc voilà. Et j'ai essayé de faire des impressions sur la tapisserie. Le grain, cette pièce-ci s'appelle Paroles et musique. Le blanc, c'est du lin, donc c'est une matière très rêche, très sèche. Et c'est une impression lino, mais l'impression ne prend que sur le dessus du point. J'ai amené des tas d'échantillons pour vous montrer la matière, pour vous montrer ça. Donc après, si vous voulez, on peut regarder, on peut en parler. C'est difficile à montrer en photo. Et dans la même recherche sur la mémoire, etc., j'ai commencé à faire ce que j'ai appelé des palimpsestes. Le départ, c'est mes parents déménageaient, vidaient leur maison, et il y en a qui ont reçu des meubles, et moi j'ai reçu une caisse dans laquelle il y avait les solfèges. On fait de la musique, j'ai appris la musique et mes frères et sœurs aussi. Et donc je me retrouvais là avec ces vieux solfèges, et je ne sais pas pourquoi je ne voulais pas les jeter, mais je me disais, mais pourquoi j'ai ce truc-là? Et j'ai commencé comme ça. Mes premiers palimpsestes, ça s'appelait Notes d'enfant. J'ai découpé les partitions en petites bandes que j'ai tissées dans une chaîne, et puis avec des feuilles
déchiré, j'ai fait de la pâte à papier, j'ai inclus mon tissage dans le papier, puis je suis revenue au-dessus. Et après, j'ai continué ce processus. Et ici, par exemple, c'est du papier fait à la cuve sur laquelle j'ai imprimé avec un petit cachet à la gomme. Ce papier-là est tissé, et puis il est réinclus dans une feuille, et puis je retravaille par au-dessus de nouveau avec, soit je réimprime, soit je viens broder, soit je retends une chaîne et je retisse. C'est vraiment un travail de strates, de couches, de superposition, et c'est un travail qui montre, qui cache, qui révèle et qui sous-entend. J'en ai fait beaucoup et j'en fais encore. Je ne fais pas une chose, je fais des choses différentes, et tout ça avance, les tapisseries avancent, ça avance. Par moments, je fais plus une chose que l'autre, les miniatures aussi. Donc ça, c'est d'autres travaux de cette recherche-là. Après, ça fait déjà maintenant quelques années aussi, c'est un peu l'occasion qui fait le larron. J'étais invitée à participer à une exposition qui s'appelait Ancien Jardin, Nouveau Printemps, dans un lieu à Bruxelles, pas très loin de Bruxelles, où il y a un château qui est ancien, et il y a aussi un conservatoire du dahlia, la fleur, le dahlia, une fleur un peu moche comme ça. Et donc c'était ce thème-là. Donc j'ai fait une grande verdure qui est là, mais avec un clin d'œil à l'histoire de la tapisserie. C'est pour ça qu'il y a une bordure bleue dans toutes les verdures qui sont complètes. Presque toutes les tapisseries anciennes, il y a un bord bleu, et puis il y a parfois une bordure avec des fleurs, et puis elle devient de plus en plus travaillée, et puis il y a la tapisserie. Maintenant, il y a beaucoup de tapisseries où on n'a plus cette bordure bleue, parce que les tapisseries, elles vont jusqu'au sol, donc c'est les parties qui souffrent le plus. Donc ça, c'est la première verdure, ça c'est une deuxième verdure, puis vous avez un détail. Celle-là, par exemple, elle est faite sans carton. La première, il y avait un carton, vous voyez, je dis encore le mot. Là, c'est travaillé comme ça, il y a juste une toute petite esquisse, mais j'ai monté la chaîne et je me suis lancée comme ça, voilà. Et pour le moment, je travaille sur des jardins. Voilà, ici on a une série de jardins, je vais vous montrer des détails, qui sont inspirés des plans de jardin. J'aime bien les jardins, je jardine aussi. Voilà. La nature, pour moi, a toujours été importante dans ma vie. Elle me permet de me ressourcer. Je suis de ceux qui pensent que la nature nous remet de temps en temps à notre juste place. Et ici, on va voir à gauche, vous avez des détails, des morceaux des jardins tissés, avec au-dessus de l'impression et en bas de l'impression et de la broderie. Et alors celle de droite, c'est le dernier jardin en date qui a été fait en dentelle. Il y a eu chez nous cet été un très grand colloque autour de la dentelle, qui est une technique que je travaille avec mes étudiants aussi. Et il y avait une exposition importante à Bruges, à laquelle, en tant qu'enseignante d'une école supérieure, j'étais invitée. Et quand Martine m'a téléphoné pour l'inviter, j'ai dit, mais moi, je ne fais pas de dentelle, je fais des tapisseries. Je lui ai envoyé mes tapisseries des jardins, parce qu'il ne fallait pas des grandes pièces. Et elle m'a dit, je veux bien exposer tes jardins si tu fais une pièce en dentelle. Alors j'ai relevé le pari et j'ai fait des recherches beaucoup, et j'ai fait cette pièce qui s'appelle Jardin d'été en dentelle. Et c'était l'occasion de travailler le médium. Toujours le travail commence comme ça, par des essais, des recherches, et puis après on a trouvé, et puis on y est, on peut y aller, quoi. Alors, pour réaliser une tapisserie, ça c'est une vue de l'atelier à la CA en fin d'année, juste avant les jurys, quand il n'y a plus personne qui range rien et que c'est le boxon complètement. Donc, pour réaliser une tapisserie, les moyens mis en œuvre sont assez simples. Il suffit d'un métier à tisser ou même d'un cadre en bois avec des clous. Il y en a un là, celui-là, oui, pardon, vous voyez à gauche, qui est mon premier cadre que j'ai fabriqué avant d'avoir un métier à tisser, et puis je l'ai un jour amené à l'académie quand j'étais encore étudiante, et il n'est plus jamais reparti, parce qu'entre-temps j'ai eu un beau métier. Donc il suffit d'un métier à tisser ou un cadre en bois avec des fils de chaîne tendus et des fils de trame à passer à travers la chaîne. Ça n'a pas beaucoup changé depuis le Moyen-Âge. Les métiers n'ont pas beaucoup changé. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant, on a des vis sans fin qui permettent de régler la tension. Avant, c'était un levier en bois avec une corde. On a eu un métier comme ça à l'académie. On devait avoir chaque fois 2 sculpteurs pour faire enrouler notre métier. Nos outils sont restés les mêmes, et nos outils ont des noms aux sonorités un peu désuètes, que moi j'aime beaucoup, comme duite, vautoir, lisse, battoir, en souple, en croix.
broche, cotteret, tous des mots un peu particuliers. Alors, il faut d'abord monter le métier, et à l'Académie, c'est évidemment un travail d'équipe. Et puis, on peut commencer à tisser. Alors, ce que je trouve extraordinaire dans le tissage, c'est qu'on commence à tisser au rythme des mains, c'est-à-dire un rythme très lent, mais aussi un rythme qui est proche de notre corps. On ne peut pas aller plus vite que sa main quand on tisse. On n'a qu'une petite broche. Et lentement, les pensées prennent le même rythme, un peu comme une méditation. C'est des moments précieux, ces moments passés devant le métier. Et c'est une espèce de manière de se reconnecter à des énergies vitales, à une qualité du ressenti. Alors pour certains, ce travail chronophage paraît complètement incongru à notre époque où tout va vite, à mon avis un peu trop vite, et où on est dans quelque chose de l'immédiateté tout le temps. Les points de base, donc les points qu'on utilise, sont les mêmes que ceux des lycées du Moyen-Âge. Maintenant, les artistes qui ont fait vivre la Biennale de Lausanne dont on a parlé, ils les ont accentués, ils les ont démesurés, ils les ont agrandis, ils les ont adaptés, ils en ont créé de nouveaux, et notamment l'utilisation de chaînes multiples pour pouvoir faire la 3D. C'est un médium très particulier, la tapisserie. C'est un médium rude, avec des passages de couleurs ou de matière marqués par ce qu'on appelle les battages et les hachures. Je vous montre ici une photo des images que j'ai scannées dans le catalogue d'une exposition qui a eu lieu à la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson il y a 3 ans, qui s'appelait Tapisserie 1925. Et vous voyez à gauche la peinture. C'est des choses qui datent du début du XXe siècle du projet. À droite, la façon dont les pièces sont tissées, vous voyez bien que, et à droite on a les grains de raisin, pour rendre le volume, ce sont des lignes comme ça, ce qu'on appelle les hachures, de 2 couleurs il y en a une qui passe au-dessus de l'autre, et c'est ça qui va permettre de donner du volume, etc. C'est ça qui a été utilisé dans la tapisserie ancienne, et on travaille ligne après ligne, un peu comme une écriture. Les retouches sont difficiles. Si on n'est pas content de ce qu'on vient de tisser, il faut défaire. Et ça va nous prendre autant de temps que de le faire. Et alors, ce qui est difficile au début, c'est qu'on enroule sur le métier, on tisse, et puis quand on a fait un morceau, on enroule sur le rouleau du bas, qu'on appelle une nuance souple, et on continue. Donc, on ne découvrira la pièce dans son entièreté que lorsqu'elle sera tombée de métier. C'est une expression de métier aussi. C'est un moment intense, ça, la tombée de métier, parce que c'est la première fois qu'on voit la pièce dans son entièreté, après parfois des mois de travail. Alors c'est toujours un moment, parce qu'au fur et à mesure qu'on l'a tissée, on l'a imaginé, la tapisserie, et ce qu'on voit n'est pas ce qu'on a imaginé. Donc il y a toujours un moment de doute. En général, c'est le lendemain matin, quand on la revoit, qu'on la voit autrement, et parfois, malheureusement, c'est une grande déception, on a raté une pièce. Après, quand on rate, on apprend beaucoup aussi. Et la tombée de métier, depuis que je suis prof à l'Académie, j'ai réinstauré la tombée de métier, c'est l'occasion de faire la fête. On ne coupe jamais une tapisserie tout seul. Quand on prévient, je vais couper demain, donc tout le monde est là, et puis on apporte des gâteaux, on apporte à boire, et on fait la fête parce qu'on a une tapisserie qui tombe de métier. Alors au mois de mai, on boit souvent parce qu'on a toutes les pièces qui se terminent. Alors, ce temps du faire, c'est aussi, qui est long, ça doit être une incitation à bien préparer son travail et pas se contenter d'un premier jet et d'un premier... juste une idée, parce que on n'est jamais sûr qu'on va réussir une pièce, mais autant mettre le plus de chances de son côté pour y arriver. Donc pour moi, tout commence par l'expérimentation et la recherche. Ça, ce sont des travaux d'étudiants. Cette expérimentation et cette recherche doivent prendre en compte le processus. Et pour ça, il me semble bien difficile de concevoir une maquette pour une tapisserie ou une œuvre textile, quelle qu'elle soit, si on n'a pas expérimenté, travaillé les matières, les matériaux, pour découvrir les possibilités qu'elles nous offrent, la manière dont elles vont vivre ensemble et dialoguer ou pas, pour créer des structures, des textures et les faire chanter. Et puis aussi raconter, partager quelque chose de la vie. Aujourd'hui, après plus de 40 ans à tourner autour,
Je dirais que pour moi, ce qui caractérise la tapisserie, c'est le matériau souple, de quelque nature qu'il soit, l'entrelac, donc juste le fait que les fils se croisent, et la démarche singulière d'un créateur. Et avec ça, je pense qu'on arrive tout doucement à rentrer dans le champ de l'art. Je ne suis pas une théoricienne, je ne bâtis pas des concepts. Je pars d'un moment, d'un vécu, d'un matériau qui m'interpelle ou d'une question qui me tarabusque, et je me mets au travail. Et les choses s'inventent petit à petit, le travail amène les choses. Je me sens du côté des makers de Tim Ingold ou du bricoleur de Lévi-Strauss. Je voudrais vous lire un tout petit passage du bouquin Faire de Tim Ingold, qui n'est pas une Bible pour moi, mais qui m'a... Quand j'ai lu ce bouquin, j'ai retrouvé, exprimé d'une manière bien claire des choses qui se tournent dans ma tête depuis longtemps. Penser le faire d'un point de vue longitudinal, donc il parle de cheminée, comme la confluence de force et de matière, et non plus latéralement comme la transposition d'une image sur un objet, c'est concevoir la génération de la forme ou la morphogénèse comme un processus. Cela permet d'atténuer la distinction qui peut être faite entre organisme et artefact. Et un peu plus loin, il suffit de dire pour le moment que bien que le fabricant ait une forme à l'esprit, ce n'est toutefois pas elle qui crée l'œuvre, cette dernière résulte plutôt dans l'engagement du fabricant avec la matière elle-même. Moi, je suis convaincue de ça. Je disais... Donc, en fait, je conçois mon travail de prof un peu de la même manière. À partir de maintenant, je vous projette comme ça un peu tous des travaux qui ont été réalisés par des étudiants de l'atelier. Après, on peut revenir si vous avez des questions pour que je vous donne des détails techniques ou des choses comme ça, mais si je fais ça, on sera encore là longtemps. Donc, j'ai reçu la responsabilité d'un atelier qui s'appelait Tapisserie-Tissage à l'Académie en 2001. J'ai d'emblée demandé le changement du nom en tapisserie art textile, qui me semblait plus proche de la réalité du champ de l'art textile contemporain et sans doute aussi plus attractif pour des jeunes de 18-19 ans qui venaient s'inscrire à l'académie. Je crois que mon rôle, c'est de cheminer à côté de l'étudiant, de l'inviter à emprunter les chemins de traverse, de l'aider à observer les propositions qui émanent de ses recherches, l'aider à remplir sa boîte à outils. Alors, les outils, c'est des outils techniques, ça me semble indispensable, mais aussi des outils réflexifs, théoriques, des connaissances technologiques, connaissance de l'histoire des textiles et un regard sur l'actualité. Avec les étudiants, j'utilise souvent « laisse-toi faire par ton travail », quand une piste montre le bout du nez dans une autre direction que celle que l'étudiant avait envisagée. S'il accepte de bouger et de suivre cette piste, parfois il y a des belles aventures qui commencent. Parfois, ils ne s'y vont pas parce qu'il y a comme une tentation de rester dans sa zone de confort. J'essaye aussi de maintenir un esprit d'atelier dans le sens de lieu de travail, lieu d'échange, lieu de confrontation, lieu d'entraide, lieu de vie. Ça met des énergies en mouvement et ça nous nourrit toutes, je devrais dire, c'est avec des filles dans mon atelier. Quand on travaille sur un métier à tisser, on ne peut pas emporter son travail à la maison. Donc les étudiants passent énormément de temps dans l'atelier. Ils restent le soir jusqu'à la fermeture de l'école et ça crée des liens. Et ce que je trouve assez fantastique, que ces liens perdurent une fois que les étudiants ont quitté l'école. Je sens qu'il y a des amitiés, les anciens reviennent souvent voir, ils font des choses ensemble. Et je trouve que c'est important quand on est à l'école de se faire des amitiés comme ça qui vont durer. Et 20 ans après... Moi, j'ai une amie comme ça que je connais depuis l'académie. Quand je suis calée dans mon travail ou que j'ai des doutes, elle vient, on parle et on peut se parler franchement. Et je trouve que c'est précieux, vous qui êtes dans une école d'art, ayez ça à l'esprit. Ça, c'est une pièce qui est faite sur un métier à tisser avec une technique de pointe-à-pied tout à fait traditionnelle. Hein. C'est mis en volume, mais dedans... Elle a tissé au bord un fil métallique pour qu'après ça puisse tenir dans l'espace. Ça tient que comme ça, tout est dedans. Alors, d'une manière un peu pratique, à l'académie, chez nous, l'année commence par une semaine intensive d'atelier. En général, moi, j'essaye d'inviter un ou une artiste pour un workshop auquel doivent participer les 5 années. C'est une façon de mettre l'atelier au travail et c'est aussi une façon d'accueillir les nouveaux dans le groupe de l'atelier. J'ai en général
quelques étudiants qui rentrent en première année, mais il y a de plus en plus d'étudiants qui rentrent au niveau du master. Et c'est important qu'ils puissent se sentir directement chez eux dans cet atelier. Alors pourquoi j'invite, enfin c'est toujours chouette d'avoir cet invité, et aussi depuis cette année-ci, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi pour l'apprentissage de la dentelle et j'ai 2 heures d'assistant, mais pendant des années j'ai travaillé toute seule, et je trouvais important que mes étudiants aient quelqu'un d'autre face à eux et que quelqu'un d'autre leur parle de leur travail. C'est pour ça que normalement, il y a un jury en fin d'année à l'Académie, et moi je fais toujours un jury en janvier auquel Valérie participe souvent, parce que je trouve que c'est tellement important d'avoir un autre avis sur son travail. Alors pendant les 3 premières années de bachelor, on met évidemment les outils en place et on commence le démarrage d'un travail personnel. Dans la première partie de l'année, jusque Noël, c'est moi qui impose les travaux, et puis en première année de Noël, pour le jury de fin d'année, on est obligé de faire une tapisserie sur métier, comme ça on a appris. Je pense que je détiens une connaissance qui doit passer, et il y a des étudiants qui font cette tapisserie-là et qui ne toucheront plus jamais à la tapisserie, qui feront d'autres choses, et puis il y en a qui aiment. Ça, c'est vraiment chacun. Mais au moins, on l'a fait une fois. En deuxième année, ils ont maintenant avec Anita un cours où on leur donne des rudiments de dentelle au fuseau, mais évidemment pas pour faire du napperon, vous allez voir des pièces après. Et la deuxième partie de l'année, en deuxième et troisième année, c'est les étudiants qui proposent des pistes de recherche, et pas un projet, on ne démarre pas sur un projet, on démarre d'un point de départ et puis on prend le chemin et on voit où on arrive à la fin de l'année. Et en master, évidemment, il s'agit d'un projet, d'une démarche personnelle, avec en master 1 un stage externe et en master 2 un mémoire qui est un écrit, mais ce n'est pas un mémoire du type universitaire, c'est vraiment un travail qui fait le lien entre le travail d'atelier et ce qui est moteur dans le travail de l'étudiant, ce qui fait qu'il se met au travail, elle se met au travail. Donc les lectures que les étudiants font pour le mémoire, moi à l'atelier, je sens que ça fait avancer le travail, et dans l'autre sens, mes collègues qui sont les promoteurs de mémoire, ils sentent l'impact du travail sur ce qui est écrit. Donc c'est vraiment... Je suis presque au bout. Alors je vous montre les photos. Voilà, alors chaque projet... j'ai apporté ici les recherches que cette fille-là a fait pour sa tapisserie. Chaque sujet que je donne est introduit par un exposé. Chaque question qui est soumise aux étudiants. Souvent, je distribue des textes historiens, des écrits d'artistes, un peu aux étudiants. Et alors après, on fait une table ronde pour essayer de faire bouger les choses. On utilise énormément de techniques. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que de la tapisserie. Et on va, pour chaque... idées, projets que les étudiants amènent, on va chercher quel est l'outil le plus approprié. Voilà. Alors, pour conclure, je voudrais citer Michel Baudson, qui était directeur quand je suis devenue prof à l'ACA. J'ai repris un atelier qui est un atelier moribond qui ne comptait plus que 2 étudiants. Cette année, j'en ai 21. Je trouve que c'est pas mal. En 2007, l'Institut de France à Paris a été promoteur d'un projet, d'un programme culture européen qui s'appelait Tapisserie contemporaine et art textile en Europe. Je représentais l'Académie dans le comité de pilotage. Il y avait les musées d'Angers, il y avait le musée de Łódź en Pologne, où il y a une importante triennale de tapisserie depuis 30 ans. Il y avait le musée de Riga, il y avait Nicole, il y avait je ne sais plus qui. Et dans ce cadre-là, Académie, l'année suivante, j'ai organisé une exposition de 5 écoles d'art européennes où il y a encore niché quelque part au bout d'un couloir un atelier de création textile. Et on a eu un séminaire autour de la question de l'enseignement de la tapisserie des arts textiles aujourd'hui. Je crois que le titre, c'était « Enseigner la tapisserie aujourd'hui, un défi pédagogique ». Et Michel Baudson, qui était mon directeur, mais qui me soutenait beaucoup, a eu vraiment la gentillesse de... La semaine d'après, pour conclure vraiment le programme, il y avait 2 jours de conférence à Paris. Et donc Michel est venu rapporter nos débats. Et à cette question du statut de l'œuvre d'art, de la tapisserie, il a dit que le jour où les œuvres textiles seraient non plus exposées dans des musées d'art textile ou des écomusées, etc., mais qu'on les montrerait dans des musées d'art contemporain et des musées des beaux-arts,
les pièces textiles on ne s'interrogerait plus sur leur statut d'œuvre d'art. Alors il y a eu Décorum que Valérie a cité en 2013 à Paris. Il y a eu cette exposition Art et Textile qui était au musée de Wolfsburg et puis qui a été à Stuttgart, mais elle était plus importante à Wolfsburg la même année. Cette année-ci, nous, on a eu Soft à Anvers, au musée des Beaux-Arts. Chez la X, a eu une magnifique rétrospective au Centre Pompidou. À Bruxelles, on a eu une rétrospective au printemps passé d'Olga de Amaral dans une des plus belles galeries de la capitale, avec l'édition d'un magnifique ouvrage qui est un catalogue raisonné. Alors, il y a eu ce foisonnement des années 60 à 90. Il y a eu pour moi un passage à vide, mais maintenant, il y a eu ces expositions-là. Et pour moi, les choses bougent. Et je pense qu'on peut être optimiste pour l'avenir de ce statut d'œuvre d'art, de l'art textile. Et je pense que ce séminaire en est une preuve aussi. Je finis vite de vous montrer les images. Des étudiants, des travaux à gauche, au-dessus à gauche, pour Romain, c'est le travail de Louroy dont on a parlé hier soir, qui est de la dentelle. Là, il y a des pièces en dentelle et en crochet. Ici, on a une série de toujours Louroy, dentelle, encore de la dentelle. Vous voyez que la dentelle, c'est pas que du napperon. Travail de broderie, c'était un travail sur la peau. Avec ça, c'est un élément. Le deuxième élément, elle voulait symboliser l'épaisseur de la peau, donc avec de l'argile sur lequel elle est venue broder. Alors oui, on a participé dans le cadre de ce colloque qui a eu à Bruges l'année passée. Il y a eu une exposition de 5 écoles et on a fait un projet collectif qui a été à Louvain. Donc on a fait un atelier, pas l'été passé, l'été d'avant, pour démarrer le projet et on a fini cet été-ci. Et alors, on a intégré une pièce de 12 mètres carrés en dentelle et tapisserie. La partie grise est en tapisserie et le reste, c'est de la dentelle au fuseau. Et chaque école avait un confessionnal et une étudiante a fait cette œuvre-là qu'on avait appelée « Se voiler la face ». Je pense que c'est la dernière image. Anne. Oui, voilà. Voilà. Si vous voulez, mais je ne sais pas si on a le temps, je peux vous montrer tout ça ou on peut regarder ça après. Voilà. Hop, hop. C'est ça.